5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. On s'intéresse à ce carnage dans le nord Bénin sur le front antiterroriste. Plusieurs soldats sont tombés sous les balles meurtriers de l'ennemi dans la zone du Point Triple, une région située entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Pas encore de bilan officiel établi, mais plusieurs sources renseignent un peu moins ou un peu plus d'une trentaine de morts, de quoi susciter émoi, colère, révolte et inquiétude. Jamais le Bénin n'a enregistré autant de pertes au cours d'une attaque et surtout depuis le déploiement de l'opération Mirador lancée en 2022. Le pays pleure ses fils tombés en défendant la patrie. Plus que jamais, la question de l'efficacité de la lutte contre le terrorisme refait surface et nous ici, nous en parlons. Avec moi en plateau, Dr Francis Eloge Attadé, expert en gouvernance, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Je vais très bien. Un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Bien, le plaisir partagé. En face de vous ce matin, Dr Abdelaziz Moussi, socio-anthropologue, expert en prévention des conflits, radicalisation et extrémisme violent. Vous êtes également enseignant-chercheur à l'université de Parakou et au laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local. Vous êtes spécialiste des questions d'économie criminelle, donc de radicalisation et d'extrémisme violent. Vous avez coordonné plusieurs projets sur les dialogues communautaires, la résilience et la prévention de l'extrémisme violent. Vous avez également conduit plusieurs travaux de recherche sur cette thématique au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Niger et au Togo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est vraiment un plaisir de vous avoir, puisque vous connaissez absolument, vous maîtrisez la région où a eu lieu cette attaque. Vous aurez le temps de nous en parler. Mais d'abord, Francis, il faut quand même condamner avec fermeté et beaucoup de vigueur cette attaque terroriste survenue dans le nord de notre pays. Il faut déjà commencer par présenter les condoléances en fait, aux familles éplorées et surtout à la nation béninoise. Vous connaissez avec moi que le contexte est bien connu. Il y a 3 éléments de contexte. Le premier, c'est qu'il y a une progression de la menace terroriste en Afrique de l'Ouest. Et ça gagne les pays côtiers comme le Bénin. Il y a que le Bénin est quand même une zone stratégique dans la région. De par sa position sécuritaire, le Bénin est une zone stratégique. Et puis troisièmement, vous savez que le contexte de l'événement, c'est le contexte des Vodou Days. Vous savez que de plus en plus, en fait, beaucoup de pays misent sur le tourisme religieux parce que même les pays qui sont bénéficiaires des rentes pétrolières ou gazières sont en train d'envisager des solutions pour l'avenir, au cas où ils viendraient à l'épuisement des ressources naturelles. Donc aujourd'hui, le Vodou Days, en fait, est une filière qui peut alimenter le but national. Puisque quand on voit les grouilles des bois de coton, on ne peut pas compter tout le temps sur le coton. Et la frappe est intervenue dans un contexte où le Bénin préparait les Vodou Days, 2e édition. Première édition. L'édition de l'année dernière était expérimentale. Mais oui, ben écoutez, c'est quand même une édition tout de même. Du moins, selon les organisateurs. Donc, c'est un narratif voulu par les organisateurs. L'édition de l'année 2024 était expérimentale. 2025, c'est la première édition à proprement parler. Oui, c'est parce que je crois que les coquilles ont été corrigées. Je me réjouis évidemment de tout ce qui a été fait, puisque je vous ai vu aussi à l'œuvre. Et j'ai davantage heureux de voir que vous avez porté un reportage sur le Tolegba, avec son phallus en élection. Or, le Tolegba joue un grand rôle dans la protection des cités. Absolument. En général, on trouve le Tolegba à la lisière des villages. Et ça permet de contrer les menaces. Je crois que en abordant cette thématique, nous allons afro-centrer la réflexion sur la question de la protection, puisque vous savez qu'en fait, cette menace, ce n'est pas une menace d'aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas évident que cela finisse. Parce que qui sont ceux qui alimentent ces terroristes? Le Bénin, c'est la première fois que nous avons enregistré des pertes énormes, en dépit des dynamiques régionales et sous-régionales. Vous avez vu évidemment qu'en 2022, il y a eu 2 initiatives. Vous avez eu l'initiative d'Accra, le 22 novembre 2022, qui recoupait les pays tels que le Bénin, le Togo, le Ghana, le Burkina. Et il y a eu même l'élargissement, parce que des pays tels que le Royaume-Uni, le Nigeria, l'Algérie étaient prêts à nous accompagner dans cette lutte. Et puis, je crois, le 4 décembre, à l'occasion du 62e sommet de la CEDEAO, il y a eu aussi une initiative pour mettre en place une force régionale. Parce qu'il y avait une force conjointe qui était en fait en gestation au niveau de l'initiative d'Accra. Ça va être 2 forces, en fait, pour qu'au plan régional, on puisse contrer la menace terroriste. Mais malgré ça, il y a eu des priorités nationales. Dans le bilatéral et dans le multilatéral, il y a eu des démarches qui ont été menées. Le Bénin a connu la première, je crois, attaque en 2019. Non, de 2021, déjà.
En fait, pour les chiffres réels. Alors, la première attaque officielle, la première attaque vraiment terroriste officiellement reconnue au Bénin, c'est l'attaque avec l'enlèvement du guide Fiacre Gbidji, avec des expatriés qui ont été finalement retrouvés, mais malheureusement, le guide est décédé. Mais oui, mais écoutez, en 2022, lorsque le Bénin a mis en place l'opération Mirador, pour contrer l'attaque, en fait, quel était l'objectif stratégique de l'opération Mirador? C'était en fait neutraliser la menace, protéger les populations, mais aussi assurer la sécurité des zones frontalières. Parce que la spécificité, c'est les zones frontalières, notamment du nord. Je vais citer par exemple la Lébori et la Takora. Ce sont des zones qui sont exposées à la menace terroriste. Or, on ne peut réussir cette lutte que dans une approche multilatérale. D'accord. Alors, on va revenir tout à l'heure sur comment faire face efficacement à la menace terroriste. Mais avant, docteur Moussi, on va voir sur cette carte, là où se situe le point triple dans le septentrion. C'est une région, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, située entre le Bénin, c'est la partie donc en rouge sur la carte, une région située entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette zone, docteur Moussi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et je voudrais faire comme mon collègue, présenter vraiment mes condoléances à toute la nation béninoise et de manière générale et de manière spécifique à toutes les familles qui ont perdu leurs enfants dans ce drame-là. Alors, pour répondre à votre préoccupation, effectivement, l'attaque a eu lieu à ce point-là, qui est un point assez stratégique. Je rappelle que c'est la deuxième fois que ce point a été déjà attaqué. La première attaque en 2021, c'était justement à ce point-là. Et donc, c'est un point qui constitue justement une entrée stratégique pour les groupes extrémistes violents qui sévissent donc dans cette région. D'autant plus que c'est un point qui fait le ralliement entre les trois pays. Et donc, facilement, les groupes armés arrivent à pénétrer sur le territoire à ce point. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement béninois a mis en place ce dispositif parce que c'est le chemin le plus facile pour rentrer. Quand vous voyez un peu la carte du Bénin, vous voyez, c'est le creux. C'est le chemin le plus facile pour entrer sur le territoire du Bénin. Et donc, c'est un espace qui est véritablement convoité. Mais c'est un espace qui a beaucoup d'enjeux parce que déjà, vous avez le fleuve qui est là et c'est un point de recoupement. Donc, on passe par le fleuve et puis on fait entrer, donc, on rentre sur le territoire béninois. Mais c'est un point aussi qui, de mon point de vue, permet de traverser très facilement parce que c'est vrai que toute la zone est boisée et la circulation n'est pas toujours aisée. Mais à ce point particulier, vous avez déjà un campement forestier qui était déjà là depuis très longtemps. C'est d'ailleurs ce campement qui a été occupé par l'armée en termes de position. Donc, ce n'est pas une base comme les autres bases opérationnelles avancées que l'État a construites pêle-mêle dans cette région-là. Ce site existait déjà, était déjà occupé par donc, les agents des eaux et forêts pour pouvoir surveiller justement cet espace-là. Malheureusement, depuis les années 2015-2016, les gouvernements des autres pays, notamment le Burkina Faso, le Niger, ont déserté cette zone compte tenu donc de cette menace-là. Donc, c'était resté une zone non occupée. Et donc, les groupes extrémistes violents avaient déjà l'habitude d'entrer par cette porte-là pour pouvoir donc prendre contact avec les populations locales dans ces zones. Donc, c'est une zone de passage traditionnelle pour ces groupes-là depuis les années 2015-2016. Et aujourd'hui que le gouvernement a occupé ce passage-là, naturellement, ça devient un enjeu pour ces groupes-là pour pouvoir dégager l'armée de cette position-là. Et ce qui fait que malheureusement, à chaque fois, on a des attaques à cette position. Je dirais aussi que c'est la position la plus gardée de l'armée béninoise parce qu'il y a quand même, vous voyez, l'effectif de soldats que nous avons perdus. C'est une des rares bases qui ont autant d'effectifs au niveau donc de ces différentes positions-là. Et donc, ça montre quand même qu'il y a eu du courage par rapport à ces groupes-là qui ont vraiment osé pour attaquer cette position parce que c'est l'une des positions aussi les plus équipées
en termes de matériel de combat, etc. Donc, en plus, c'est en plein jour que ça a été fait. Donc ça montre quand même qu'il y a une audace que l'on peut constater au niveau de ces groupes-là. Et cette audace-là, on a commencé par noter ça depuis la mi-2024, où on a vu autrefois, on connaissait des attaques à partir de 2h du matin, 3h du matin, mais à partir de la mode opératoire assez particulier, on venait, on incendiait les commissariats. Exactement. Mais là, c'est des affrontements et en plein jour, ça montre quand même que les stratégies ont changé aussi au niveau de ces groupes-là. Et ce n'est pas la première fois qu'on a eu des attaques en plein jour. On a eu des attaques sur le corridor Kandji-Malanville en plein jour, où on a attaqué des convois militaires, etc. Donc ça montre quand même qu'il y a une progression. Mon collègue disait tout à l'heure que c'était à la frontière, mais de plus en plus, on constate quand même qu'il y a des attaques à l'intérieur du pays. On n'est plus forcément dans les zones périphériques au niveau des frontières, parce qu'il y a des attaques en 2024, il y a eu des attaques à plus de 100 km donc, de la frontière. Ça montre quand même que le phénomène prend de l'ampleur et ces groupes-là essayent d'évoluer progressivement vers l'intérieur du pays. Alors, Francis Olo-Jatadé, l'attaque a très vite été revendiquée par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est quand même un groupe bien connu puisqu'il est issu de la fusion de plusieurs groupes terroristes. C'est la première fois qu'il y a eu cette revendication. Et vous voyez qu'en fait, vous faites bien de poser le problème réel. Parce qu'en fait, dans le dispositif de sécurité, il y a ce qu'on appelle la sentinelle, ce qui permet d'avoir l'alerte précoce. Comment est-ce que ça a pu se passer en plein jour pour que nos hommes soient surpris? On peut se réjouir évidemment des efforts qui ont été faits. Il faut quand même saluer les efforts qui ont été faits. Parce qu'en déployant le matériel, en déployant le personnel et en misant sur la coopération internationale, le Bénin a réussi à contenir un peu la menace. Et on peut s'en réjouir. En témoigne le discours présenté par le chef d'État à la représentation nationale tout récemment, qui atteste de ce que nous avons fait des efforts. Mais curieusement, c'est qu'en cette période de fête, c'est aussi des périodes de relâchement. Donc, et n'oubliez pas que dans ces attaques, il y a l'effet communicationnel. En fait, ils le font pour donner écho, parce qu'ils ont en fait un objectif malsain à atteindre. Alors donc, ils ont frappé, je crois, le 8 janvier, et c'est la première fois que nous avions enregistré d'énormes pertes, malgré l'équipement, parce que nous avons un équipement dédié à la lutte. Nous avons renforcé les capacités opérationnelles de nos troupes. Même les grands patrons de l'armée sont allés à la veille assister les éléments sur le terrain. Ça a été présenté. Le chef de l'État aussi, comme il est le premier, en fait, parce que c'est lui le ministre de la Défense, en fait, en réalité, c'est lui qui délègue son pouvoir. Il est allé encore témoigner sa solidarité à l'armée. Vous l'aviez vu, il avait une déjeuner. Justement, c'est ce qui interpelle cette attaque qui survient quelques jours seulement après que le chef de l'État est allé galvaniser les soldats, leur témoigner évidemment sa reconnaissance pour tout le travail, l'effort effectué sur le terrain, et a promis être à leur côté pour pouvoir faire face évidemment à la menace commune. En fait, ces groupes s'inscrivent dans une approche de défiance. Parce qu'ils veulent toujours défier le système de sécurité classique mis en place par les États. Je ne vais pas citer ici en fait, l'expérience malheureuse du Niger, où le président Bazoum a dit qu'il a fait constater qu'ils étaient plus équipés que l'armée régulière. Mais ici, on a constaté qu'en fait, ceux qui opèrent, parce que j'ai suivi un peu quelques vidéos, je ne vais pas dire dans quelle langue ils s'exclamaient et disaient merci à Dieu d'avoir accompli cette besogne. Vous avez suivi comme moi. Mais quand vous voyez en fait des groupes terroristes agir en plein jour avec ce mode opératoire, parce que c'est indescriptible, on ne peut pas dire ça ici sur un plateau de télévision, et qui revendique en plus, c'est la preuve que la menace en fait prend de l'ampleur. Et cette croissance, ce mécanisme qui est mis en place pour pénétrer, mais interrogez-vous, voyez à peu près à quel moment ces groupes terroristes interviennent. Vous avez cité en fait 2019. Moi j'ai pris la menace au sérieux à partir de 2021. Mais après ça, vous avez vu 2021, nous avions eu des périodes politiques, des périodes de rendez-vous, des rendez-vous électoraux. 2019, 2021. Maintenant nous sommes à la veille en fait d'une élection générale 2026.
Et on constate qu'en pleine préparation de Vodou Days, il y a eu une frappe qui a engendré d'énormes pertes, aussi bien matérielles que humaines. Parce que vous avez vu, ils ont dit qu'ils ont pris le matériel. Alors, qu'un soldat qui a été surpris, à qui on a arraché le matériel, ça veut dire qu'il y a un problème. Le mode opératoire, vous avez vu que les gens qui ont des talismans, ils sont bardés de protection endogène. Bon, maintenant, comment est-ce que nous fonctionnons? Est-ce que nous devons continuer? Parce que la vraie question est ceci. Dans le système classique, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il faut déployer l'équipement de surveillance accru sur l'ensemble des frontières. Mais ça, c'est le système boule opératoire, en fait, des Blancs. Parce que ici, ceux qui opèrent, ils opèrent avec l'endogénéité. Nous avions vu l'Algérie lutter contre ces hors-la-loi, mais l'Algérie a mis du temps et a fini par gagner sur cette lutte. Ça veut dire qu'il y a une expertise qu'il faut reconnaître. Dans la dynamique que nous avons mise en place au plan sous-régional, il fallait compter sur 3 axes. L'information et le partage des renseignements, la formation du personnel de sécurité et des renseignements, mais aussi la collaboration dans la mise en œuvre des opérations militaires transfrontalières. Mais depuis un moment, il y a quelques crises qui ont presque secoué les relations bilatérales et multilatérales. Or, si ces partenariats que nous avions avec le Togo, il y a encore quelques années, avec le Burkina et avec le Niger, étaient opérationnalisés, n'étaient pas en veille, je trouve évidemment qu'on aurait réussi à éviter cette frappe-là. Puisque le chef d'État m'a dit que les efforts que nous faisons au Bénin n'ont apparemment pas leur répondant de l'autre côté, qu'on sent que les autres sont, en fait, les terroristes circulent. Or, il faut conjuguer les efforts, les mutualiser pour pouvoir contrer l'avancée terroriste. Ce qui s'est passé est regrettable. Le chef de l'État fâché, je crois, paraît-il, qui a tenu une séance extraordinaire avec les patrons de l'armée. Les résultats, nous les aurons incessamment. D'accord. Alors, il faut dire qu'il y a une riposte de l'armée juste après l'attaque qui a permis de neutraliser certains des terroristes, et par la suite les autres ont été neutralisés aussi par l'armée burkinabé, de ce qu'on a pu lire évidemment dans les journaux. Alors, docteur Moussi, ce que j'ai envie quand même de savoir, c'est comment est-ce qu'on fait pour être attaqué en plein jour. C'est pas, on va dire, c'est pas en pleine nuit où on peut dire, bon, on a été surpris. Comment est-ce qu'on fait pour être attaqué en plein jour? Merci beaucoup. Mon collègue disait tout à l'heure qu'ils sont dans des stratégies de défiance. Je voudrais quand même décrire un peu le contexte de cette attaque-là. Déjà, en fin décembre, le chef de l'État a fait son discours pour montrer quand même qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, il y a du matériel qui est acheté au profit donc de l'armée et tout ça. C'est des choses que les autres ont suivies, ont écoutées. Ensuite, fête de Nouvel An, avec beaucoup d'effervescence, organisation de la fête de Vodou Days, où la plupart des chefs de corps de l'armée sont rassemblés donc à Ouida. Donc le terrain n'est pas forcément gardé par ceux qui devraient le faire. En 2024, juste à la veille des indépendances, on a eu le même phénomène. Le 25 juillet, on a eu une attaque de ce type-là où on a perdu 13 soldats. Pas loin aussi de ce point-là. Donc c'est pour vous dire que c'est des moments assez cruciaux que ces acteurs observent, où il y a un déploiement donc des forces de défense et de sécurité qui sont évacuées pour s'occuper d'un certain nombre d'événements qui sont organisés. Alors, ce n'est pas les soldats de l'opération Mirador qui étaient sur les Vodou Days? Non, ce n'est pas les soldats. Je veux dire, le haut commandement et tout ça, il faut quand même qu'il y ait des gens sur place pour commander un certain nombre de choses, pour donner un certain nombre. Et aussi le matériel, c'est extrêmement important. On a vu, par exemple, pendant le défilé, il y a beaucoup de matériel qui ont été amenés sur le terrain pour faire des défilés, etc. Ça, c'est des choses que les autres observent aussi. C'est l'affirmation aussi d'une je suis d'accord, mais en même temps, comme nous avons des fronts qui sont ouverts de l'autre côté,
côté et qui subissent donc ce type de menaces, je pense qu'on a besoin de se repositionner sur un certain nombre de choses pour pouvoir faire face à cette situation-là. Alors, pourquoi en plein jour? Justement parce que ces acteurs ont constaté effectivement qu'ils ont étudié pendant longtemps la position, le terrain, etc. avant d'intervenir. Et c'est pas pour la première fois que ça se passe comme ça en plein jour. Et c'est souvent suite à des événements importants que le pays organise et où l'armée est sollicitée aussi pour assurer la sécurité des hautes personnalités et tout ça. Donc c'est souvent à l'occasion de ces événements-là, mais il y a aussi des déclarations qui suivent, qu'ils écoutent pour montrer, et vous avez dit tout à l'heure, le chef de l'État était allé au camp, à Alada, pour galvaniser donc la troupe. Quelques jours avant, on a vu la communauté Peul qui est allée aussi se plaindre au chef de l'État des conditions dans lesquelles elle est. Le chef de l'État a souhaité une rencontre avec la communauté Peul pour les écouter. Oui, non, ils avaient déjà organisé une rencontre à Malanville et c'est suite à ça qu'ils ont été reçus par le chef de l'État. Et donc tout ça, c'est des événements qu'il faut prendre en compte pour analyser un peu ce qui s'est passé, parce que les autres, comme on le dit souvent, on a une forme de stigmatisation de certaines communautés par rapport à cette situation-là. Et comme pour démontrer que nous ne sommes pas solidaires des démarches que vous avez engagées, il y a eu justement ces différentes attaques, et pour montrer aussi que malgré tout ce qu'on fait, l'armée n'est pas encore au top niveau pour pouvoir contrer ce phénomène. Je pense qu'on a besoin de réorganiser les choses autrement. Vous savez, le collègue parlait tout à l'heure du cas de l'Algérie. Vous avez deux types de théories en matière de lutte contre le terrorisme. Soit on considère la menace comme une menace interne, donc constituée donc des forces ennemies à l'intérieur du pays, et on prend des dispositions pour bloquer l'évolution de ce phénomène-là. Ou alors on considère comme une menace extérieure, donc quelque chose qui vient de l'extérieur. Et à partir de ce moment, au lieu de lutter, on prend des dispositions juste pour barrer la voie à ceux qui vont pénétrer. Je pense que pour le moment au Bénin, on ne sait pas dans quel cas de figure on se retrouve. C'est vrai que pendant longtemps, on a entendu les officiels dire qu'il n'y a pas de terroristes au Bénin, il n'y a pas 1 centimètre carré du territoire qui soit occupé par les groupes ennemis. Au Bénin, on parle quand même d'incursions sporadiques. Oui, on parle d'incursions sporadiques, mais ces incursions sporadiques ne sont pas possibles s'il n'y a pas des attaches à l'intérieur du pays. Et c'est ça la difficulté de la chose. Ce n'est pas forcément quand il y a des combattants qui vivent de manière permanente sur le territoire national qu'on peut parler de phénomènes internes. Mais vous avez des gens qui collaborent, vous avez des gens qui offrent de la logistique, vous avez des gens qui offrent des informations, vous avez des gens qui offrent des services, des vivres à ces groupes-là, et qui sont considérés au même titre que ceux qui viennent attaquer, et parce qu'ils sont dans le même groupe, ils sont dans le même réseau, ils sont mus par les mêmes objectifs, etc. Donc je pense que nous avons besoin d'avoir notre propre conception de la chose et de faire en sorte que notre lutte cadre avec ce que nous vivons sur le terrain et comment le phénomène se manifeste sur le terrain, en considérant aussi ces spécificités que nous avons et à ne pas considérer forcément que c'est une menace qui vient de l'extérieur, mais prendre aussi en compte tout ce qui se passe à l'intérieur du pays et faire des actions qui permettent donc justement de couper ce cordon, ce lien qu'il y a entre ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur, et qui permettent donc d'agir de manière aussi brutale sur les soldats du pays. Alors, Francis Elojatadé, l'opération Mirador, on en reparle, qui a été déterminée par l'armée pour pouvoir faire face à la menace terroriste. Plusieurs bases avancées fortifiées ont été construites pour pouvoir garder les positions, et des informations quand même qui nous sont parvenues, où certaines sources nous renseignent que ce sont quand même des hommes qui se relaient au quotidien 24 heures sur 24 pour pouvoir garder leur position. Quand on fait tout ça et quand même on est attaqué, on est en droit de se poser des questions, non? Oui, mais il faut d'abord saluer l'opération Mirador, parce que là, nous devons évaluer et examiner. Mais on peut se réjouir, évidemment, de l'efficacité de l'opération Mirador. Ce n'est pas parce qu'il y a eu cette frappe
que nous allons évidemment jeter la Absolument pas. Absolument pas. Parce que j'ai suivi un peu, j'ai eu la chance aussi de discuter avec certains qui étaient au commandement de l'opération Mirador. Je peux dire qu'en fait, il y a une défiance. Il y a une défiance. Et puis l'opération Mirador, vous savez qu'il y a un commandement opérationnel, certes, mais il y a un dispositif qui permet de faire le suivi et surtout d'alerter. Quand il n'y a pas l'alerte, quand vous n'avez pas l'alerte précoce, vous ne pouvez pas prendre des dispositions pour contrer l'ennemi, parce que vous avez vu comment est-ce qu'ils ont opéré. Donc c'est la preuve qu'il y a eu une défaillance à un niveau donné. C'est ça qu'il faut corriger. Et ça, il faut avoir l'honnêteté. Je me réjouis que le chef d'État n'ait pas pu faire des déclarations tout de suite, qu'il soit en train de réunir les données, les informations pour voir, parce qu'il a investi et il fait le suivi au quotidien. Donc il ne comprend pas qu'une telle attaque puisse venir. Donc, il y a... Alors l'attitude flegmatique du chef de l'État sur le coup a quand même suscité forcément quelques remous dans l'opinion. Beaucoup de personnes auraient estimé ou auraient voulu qu'il prenne tout de suite la parole déjà pour condamner et apporter son soutien. Mais on connaît la stratégie du chef de l'État. On sait qu'il n'est pas à s'exprimer à tout va, surtout à n'importe quoi. Vous pouvez donner la réponse en fait à cette préoccupation. C'est vrai que les gens ont attendu que le chef de l'État tout de suite sorte. Ils ont même voulu qu'il n'aille pas à Vodou Days et qu'il fasse le deuil et qu'il déclare en fait les journées de deuil national. Mais je crois que ce n'est pas dans la précipitation. Parce que ce qui s'est passé est plus sérieux que ça. Il est normal que le chef de l'État écoute tout le commandement militaire et tous ceux qui sont à l'œuvre au niveau de la chaîne de l'opération Mirador. Maintenant, constitue les responsabilités. Et s'il y a des mesures à prendre, des mesures collectives, bon, il va adjoindre les mesures. Parce que vous savez que dans le souci d'assurer la sécurité, la perception que les citoyens ont désormais, c'est qu'il y a une peur qu'on veut vendre aux gens. Parce qu'on a vu, mais ceux qui sont chargés d'assurer leur sécurité sont atteints. Et nous-mêmes qui sommes citoyens et population, puisque nous devons coproduire la sécurité, nous avons dit. Et a priori, vous comprenez voir que le civil donne plus de caution à celui qui a l'âme. Que quand vous avez une âme, on sait que vous faites davantage plus peur que celui qui va les bras ballants, les bras vides. Alors si ceux qui ont l'âme et qui doivent défendre la patrie tombent, c'est que la perception, en fait, l'écho que ça donne dans la société, c'est à croire que nous n'avons pas une sécurité assurée. Ça doit faire réfléchir par 2 fois, 3 fois le chef de l'État et tout son gouvernement pour des dispositions urgentes à prendre pour corriger le tir. Bon, je crois que les questions de déclaration, vous avez bien fait, docteur, de dire qu'évidemment, nous devons faire attention aussi aux éléments de langage. Parce que les autres aussi suivent. Et ils ont des renseignements. Autant nos armées régulières ont des équipements lourds pour faire le travail, autant eux aussi sont équipés. Je ne sais pas à quelle année de crédit que les gens les donnent, je ne sais pas quelles sont les puissances, les mains invisibles, qui les soutiennent, parce que en fait, on pourrait finir avec. Alors, docteur Moussi, on pourrait quand même également s'interroger sur les motifs, les mobiles de cette attaque terroriste. On s'imagine que ce n'est pas un acte gratuit. Non, c'est clair que ce n'est pas un acte gratuit. Et tout à l'heure, on parlait donc de la position stratégique du Bénin. Vous savez, partout ces groupes-là ont sévi, en tout cas pour ce qui concerne le Sahel et puis les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. L'idée, ce n'est pas forcément de s'installer, pour créer, c'est vrai qu'il y a eu des supputations, on veut créer l'État de l'Azawad, etc. et tout ça, mais je pense que le but premier de ces groupes-là, c'est plutôt d'avoir des couloirs de passage pour développer l'économie criminelle. Le grand banditisme. Le grand banditisme, faire de l'économie criminelle. Et je pense que le Bénin est une position assez stratégique pour eux. Mais il y a aussi que le Bénin, c'est depuis 2015 que le Bénin était dans le viseur avec la participation à la force. Le Bénin était observateur dans le G5 Sahel. Donc, depuis la participation du Bénin à ce mouvement-là, il y avait déjà Boko Haram qui avait identifié le Bénin comme un des pays ciblés par leurs attaques avec la déclaration du chef de l'État d'alors. Et donc, je veux dire que ensuite le Bénin a cette facilité de donner accès à la mer à partir de n'importe quel point du Bénin. En quelques heures, vous traversez tout le Bénin, tout le territoire béninois. Du nord au sud, ça ne vous prend pas une journée.
quand vous traversez de manière latérale, ça ne vous prend qu'une demi-journée ou quelques heures pour traverser, pour aller au Togo, pour aller au Nigeria, pour aller à la mer, etc. Donc le Bénin, c'est un couloir idéal pour ces groupes-là. Et vous voyez que de plus en plus, on est entouré par ces différents groupes. Il y a l'État islamique, il y a le JNIM qui est là, et bientôt vous avez les Lakurawa qui sont donc de l'autre côté du Nigeria et qui aussi manifestent des envies d'avancer vers le nord-est du pays. Donc, et pour pouvoir faire cette jonction-là, je précise que depuis plusieurs mois, plusieurs années, on a observé aussi des mouvements de va-et-vient entre les groupes qui sévissent au Sahel et ceux qui sont au Nigeria. Donc, le Bénin, c'est un couloir idéal et ils ont envie de contrôler cet espace-là pour pouvoir faire cette jonction entre les différents groupes. Et nous devons prendre en compte cette ambition de prendre position, cette ambition de contrôler cet espace-là, mais en même temps, le Bénin leur permet d'avoir accès à la logistique. Vous savez, pour avoir des engins au Nigeria, pour avoir les motos qu'ils utilisent au Nigeria, avec 500 000 maximum, vous avez une moto neuve. Et pour aller au Nigeria, c'est facile. Vous avez plein de jeunes qui quittent le Bénin, qui vont au Nigeria, qui achètent les motos 2 jours après, ils les revendent on ne sait où, ou bien des gens qui vont carrément acheter 1-2 motos pour ne pas forcément attirer l'attention et de manière régulière, ça se passe comme ça. Et ça permet donc de ravitailler ces différents groupes. Beaucoup de personnes se posent la question, mais où est-ce qu'ils trouvent ces engins? Mais justement, on est dans des relations de proximité entre nos différents pays. Il y a des relations informelles entre les différents citoyens de part et d'autre. Et quand vous êtes dans les zones frontalières, vous avez c'est des activités économiques, criminelles qui se développent et qui font vivre beaucoup de jeunes aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'investissent par exemple dans la vente du carburant pris au Nigeria, malgré toutes les dispositions que l'État prend, malgré la lutte contre ce phénomène-là, on se rend compte qu'il y a toujours des gens qui les ravitaillent en matériel, qui les ravitaillent en carburant et donc qui permettent donc de faire fonctionner cette machine parce que beaucoup ont des intérêts économiques aussi derrière cette histoire. Francis Attadé, finalement, l'idée aujourd'hui, forcément derrière, il y a une psychose qui va s'installer dans cette région où a lieu cette attaque. Comment est-ce que les populations, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ces populations-là désormais, est-ce qu'elles vont pouvoir dormir sur leurs 2 oreilles? Je crois qu'il y a un travail à faire, un travail de sensibilisation. Mais aussi parce qu'il faut sensibiliser pour pouvoir faire adhérer en fait la population à la dynamique qui est en cours. Nous devons coproduire. Il faut intégrer la population dans le dispositif de sécurité. Mais il faut veiller aussi à assurer une bonne sécurité au niveau des frontières. Parce que la question de la porosité des frontières dont vous parlez, si on peut améliorer le contrôle au niveau des frontières, je crois que ça va aider à corriger un peu le tir. Mais aussi déployer du matériel de surveillance accrue au niveau des frontières, parce que c'est ça surtout. Vous voyez comment est-ce qu'il y a des zones qui sont des zones rouges, mais connues par l'armée. Normalement, on doit faire en sorte que l'alerte soit précoce et que le dispositif en place soit renouvelé à chaque moment. Je ne veux pas jeter, en fait, je ne veux pas salir ce qui a été fait, mais je constate que s'il y a un problème, nous devons réfléchir. Ça veut dire qu'au niveau de l'alerte, de la sentinelle, il y a eu un problème. Ça, au niveau de la structure qui doit veiller à ce que l'information aille au niveau du commandement opérationnel, il y a un problème. Maintenant, il n'y a que les troupes doivent savoir qu'il y a des périodes d'intervention. Parce que les gens, les groupes terroristes ne choisissent pas n'importe quel moment. Donc, ils choisissent des moments importants, des moments cruciaux pour agir afin d'impacter, parce qu'il y a un effet communicationnel qui est recherché. Justement, l'effet communicationnel, parlons-en. Il n'y a que l'armée béninoise a quand même engagé beaucoup de succès, mais resté silencieux, sur lesquels elle ne communique pas. Chaque jour, l'armée fait des assauts, les soldats de l'opération Mirador neutralisent des terroristes, mais on ne communique pas assez autour des succès. Est-ce que justement, il ne faut pas avoir aussi quelque part un côté triomphaliste lorsqu'on en neutralise, communiquer abondamment pour marquer justement le territoire, montrer quand même aux populations, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la réflexion dans l'opinion, c'est que l'armée ne fait rien et qu'elle se fait tuer tout le temps. Absolument, vous avez parfaitement raison. C'est vrai qu'on dit que l'armée, c'est la grande miette. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par l'ouvrir finalement? Je pense qu'il faut commencer par l'ouvrir, mais il ne faut pas aussi l'ouvrir n'importe comment, parce que vous savez, on a vu le cas du Burkina, on a vu le cas du Mali, où
trop de communication autour de ces événements se retourne finalement contre... Ça radicalise davantage. Non seulement ça radicalise, mais ça se retourne contre l'État avec les organisations de droits de l'homme qui estiment que c'est du carnage, qui estiment qu'on n'a pas respecté les droits de l'homme, etc. Donc je pense que c'est peut-être, hein, je ne sais pas, je ne suis pas de l'armée, je me suis dit peut-être que c'est à cause de ces différents facteurs que l'armée ne se prononce pas sur ces questions. Mais je pense qu'il faut se prononcer quand même de temps en temps. Non pas forcément pour dire on a tué tel nombre de terroristes, mais il faut aussi, quand il y a de ces situations comme celle que nous sommes en train de déplorer, il faut que l'armée vienne aussi donner, parce que là, vous avez à l'entame de l'émission, vous avez dit on ne sait pas quel est l'effectif de soldats qui est on attend encore les chiffres officiels. Jusque-là, on n'a pas de chiffres officiels. Il y en a qui disent que c'est 28, d'autres disent que c'est 35. On ne sait pas exactement combien de soldats on a perdu sur ces fronts. Je pense que c'est des éléments d'information dont nous avons besoin, nous, en tant que citoyens, aussi pour voir aussi l'ampleur du phénomène, parce que l'impression que ça donne, quand il n'y a pas de communication autour, on a l'impression que ça ne concerne qu'une seule partie du pays. Et quand aujourd'hui vous interrogez un certain nombre d'acteurs en dehors de la zone rouge qui est concernée, vous n'avez pas l'impression qu'on est solidaire sur toute l'étendue du territoire national par rapport à ce phénomène-là. Et je pense que c'est parce qu'il n'y a pas la communication autour de cette situation qu'on vit ce désintérêt ou ce sentiment je sais pas, je ne dirais pas désinvolté, mais on a l'impression qu'on n'est pas concerné par la chose, mais que ça se passe peut-être sur un autre territoire, alors que carrément Malanville, Materi, Banikwara sont bien des territoires du Bénin qui sont concernés, et il faudrait qu'il y ait ce sentiment de tous les citoyens qui convergent vers une certaine solidarité, vers une certaine compassion aussi, parce que tout à l'heure vous avez parlé de psychose. Ce n'est pas cet événement précis qui va amener la psychose existait déjà, ça va renforcer davantage parce que c'est le quotidien de ces populations. Tous les jours que Dieu fait à Karimama, il y a quelqu'un qui est enlevé, il y a quelqu'un qui est tué, même si on n'en parle pas forcément parce que ce n'est pas dit dans la presse. Donc tous les jours des gens perdent leurs parents. Mais comment on fait justement pour maintenir les populations dans leur milieu naturel, j'ai envie de dire, parce que lorsque vous avez l'impression qu'autour de vous tout s'écroule, le premier réflexe que vous avez, c'est de partir tout de suite. D'ailleurs, beaucoup partent. Aujourd'hui, on a près de 15 000 personnes qui ont quitté le lieu de résidence habituel, soit qui sont revenus à l'intérieur du pays, ceux qui sont dans les zones frontalières ont traversé le fleuve pour aller de l'autre côté du Niger pour pouvoir trouver des abris, d'autres sont allés au Nigeria parce que justement la situation n'est pas tenable pour ces populations-là. Et à cause de cette psychose, même s'ils ne sont pas forcément attaqués, il y a aujourd'hui beaucoup qui vivent dans ce milieu mais qui ne peuvent plus aller au champ. Il y a des écoles qui ont fermé. Il y a des gens qui ne peuvent plus aller au marché, justement à cause de cette situation. Il y a le couvre-feu qui est là, il y a aussi la peur de rencontrer ces groupes extrémistes violents, il y a aussi la peur de marcher sur les engins explosifs. Donc, on est vraiment dans des situations assez complexes de sécurité pour ces populations qui sont aussi sous le joug d'autres phénomènes comme les changements climatiques, les inondations, la pauvreté, etc. et qui s'ajoutent maintenant à cette situation. Je pense qu'il y a matière à réfléchir autrement pour prendre les taureaux par les cornes et faire en sorte que effectivement les populations puissent se sentir en sécurité. Le collègue disait tout à l'heure, lorsque le rapport de force n'est pas à votre avantage, c'est clair que la population a tendance à adhérer à celui qui est le plus fort du moment. Et pour le moment, ce sont ces groupes-là qui semblent être les plus forts, il faut le dire, hein, parce qu'on voit que même l'armée qui est chargée de nous protéger n'est pas forcément à l'abri de cette situation. Et donc les populations se disent finalement, il vaut mieux se confier à ces groupes-là parce que ces gens, quand ils vous promettent, ils font. Quand ils vous disent à 2 h du matin, ils vont venir vous enlever, ils vont venir vous enlever. Quand ils vous disent qu'ils vont assurer votre sécurité, ils vont le faire au prix de leur vie. Et à partir de ce moment, ils donnent des éléments qui
factuels qui font que les populations croient en eux. Mais l'armée persiste ici, aucun centimètre carré du territoire ne sera cédé à l'ennemi. Allez, plusieurs de nos forces de défense sont tombées au nord Bénin sur le front antiterroriste. Selon vous, quelles leçons pourrait-on tirer de cette tragédie pour mieux faire face aux défis sécuritaires? Voilà la question que nous avons adressée aux internautes afin qu'ils puissent porter eux aussi leur regard, leur réflexion sur la préoccupation. Nadia Issani, bonjour. Bonjour à vous, Eman. Comment allez-vous? Très bien. Un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé, Eman. Alors, nos internautes, qu'ont-ils pensé de notre question du jour? Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Je commencerai d'abord par présenter mes condoléances à toutes les familles éplorées. La question de ce lundi a suscité de nombreuses réactions sur la toile. En résumé, nos amis internautes pensent qu'il faut une collaboration entre les États du Sahel et le Bénin et une formation de l'armée béninoise pour venir à bout de ce fléau. Bokor Roland Kalis nous dit sur Facebook, « Paix à l'âme de toutes les victimes. Pour moi, aucun pays ne peut vaincre ce fléau sans une mutualisation et un partage d'informations entre les forces militaires. Il faut encourager les populations à dénoncer tout individu qui se radicalise. Fils de la terre pense que nous sommes béninois et Dieu nous a fait grâce d'une richesse qu'est le vaudou. Le gouvernement devrait s'impliquer dans le processus pour faire venir nos frères militaires à Sakété ou à Kétou afin qu'ils se préparent au combat avec des antiballes naturelles et très efficaces. Ma place a aussi laissé un commentaire sur le réseau Facebook. Notre ami nous dit ici, pour relever efficacement ce défi qui fragilise notre nation, il est nécessaire que le Bénin et les pays voisins concernés unissent leurs forces et coordonnent étroitement la surveillance des frontières communes. Une coalition des forces armées de ces pays est indispensable pour mener cette lutte. C'est à cette seule condition que nous pourrons faire face avec succès à la menace terroriste et l'éradiquer progressivement. Une action unilatérale ne saurait pas être suffisante. Théophile Seledji Akorwe s'est aussi intéressé à la question. Selon lui, l'État devrait revoir les équipements nécessaires et mettre à la disposition de l'armée des moyens plus sophistiqués. Il urge d'aller conquérir des techniques des Occidentaux. Henouho Olabisi va dans le même sens que Théophile Akorwe. Il évoque aussi le renforcement de la formation de nos frères de l'armée et renforcer la coopération régionale. Il suggère aussi d'investir dans des programmes de sensibilisation et d'éducation des populations locales pour gagner leur confiance et leur collaboration. Selon cet internaute, on pourrait également mettre en place des programmes socio-économiques pour réduire les causes profondes du terrorisme tels que la pauvreté et le manque d'opportunités. Prosper Dessous a réagi sur la question qu'il aborde sur plusieurs points. Selon cet internaute, il est essentiel de mener une analyse détaillée des événements pour identifier les failles et ajuster les tactiques et stratégies en conséquence. Il suggère également de soutenir les initiatives de développement local pour réduire la vulnérabilité des populations face au recrutement des terroristes. Merci beaucoup à vous, Nadège Soni, pour ces avis relayés. On a remarqué que les internautes sont fortement intéressés par le sujet. On fait des propositions des plus sérieuses aux plus insolites. En tout cas, merci. Vous passez une excellente journée du lundi. Merci à vous, Eman, et excellente journée à vous aussi. Francis Attali, on va boucler ce forum de discussion. Lutter contre le terrorisme aussi a un coût monstrueux pour un État qui doit faire face aussi à d'autres priorités. Je crois que la plupart des États en sont conscients. Vous savez qu'à l'occasion du sommet de l'initiative d'Accra, ils avaient déjà convenu qu'ils vont mettre en place une force de 10 000 hommes avec un budget de 275 milliards pour lutter. Mais ça a traîné. Mais écoutez, même quand vous avez des équipements sophistiqués, ces terroristes, ces groupes-là se cachent dans des feuillages. Pour que les drones les repèrent, c'est difficile. Et ils ont un temps pour agir. Il y a un aspect que nous n'avons pas abordé, qui me paraît important. L'état d'âme
des militaires qui sont sur le terrain et qui ont vu les corps de leurs collègues, de leurs frères d'armes. N'oubliez pas que au Mali, Goïta, il était au front. Et c'est toute l'indignation, tout ce qu'il a vécu, qui a fait qu'il est venu au pouvoir. N'oubliez pas que là-bas aussi, on ne va pas faire ce parallélisme. Donc, on ne va pas s'imaginer ça. Non, mais écoutez. Francis, on ne va pas s'imaginer cette réflexion. Non, écoutez, on n'est pas dans le cas du Mali, on n'est pas dans le cas du Burkina Faso. Psychosocial. Il faut déployer des psychologues, des psychiatres, des gens au niveau de l'opération Mirador pour une prise en charge de ceux-là qui ont vécu ce drame. Maintenant, il faut que l'État fasse l'accompagnement nécessaire. Au-delà de tout ce que nous avions dit ici, il faut revitaliser les partenariats. C'est-à-dire pour que les coopérations que nous avons mises en place et qui ont été ensommeillées, il faut les revitaliser pour que nous puissions normaliser nos relations pour lutter ensemble. Il faut aller à la multilatéralisation de la lutte contre le terrorisme. Très bien. Aucun État à lui seul ne peut lutter contre le terrorisme. Absolument. Merci beaucoup à vous, Dr Francis Eloge Attali, expert en gouvernance, analyste politique. Merci également à vous, Dr Abdelaziz Moussi, socio-anthropologue, expert en prévention des conflits, radicalisation et extrémisme violent. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey, à l'Université de Parakou et au laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin nous éclairer. Et voilà qui met un terme, évidemment, au forum de discussion de ce lundi matin.